Merci pour votre invitation. Je vais prendre le micro, ça sera plus simple. Oui, moi j'ai essayé de réfléchir avec la question qui était posée, comment les acteurs sociaux se saisissent des enjeux portés par le féminisme. Et il me semble que l'expérience et le contexte de la création du collectif national pour les droits des femmes en permettaient une illustration, certes partielle, mais comme pour tout ce qui concerne, parce qu'on se revendique du féminisme lutte de classe, c'est souvent le féminisme lutte de classe, un courant oublié. Et du coup, ça permet aussi d'appréhender toute la période, j'allais dire, que je vais commencer aux années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc, rappelons le contexte des années 90 où on a une montée de l'extrême droite importante et ça va commencer sur le plan des droits des femmes par les attaques des commandos anti-IVG qui sont en général SOS Tout Petit, Xavier Dor, la Fondation Le Jeune, qui sont des cathos intégristes et qui commencent par rapport au droit à l'avortement chèrement acquis et qui malheureusement peut être sous certaines formes remis en cause. Donc il y a une riposte qui a été organisée à l'initiative notamment, j'ai une pensée pour Maya Surdutz qui était à l'initiative, bien sûr avec Suzy Rothman et d'autres, de ce qui va devenir en tout premier lieu la CADAC, la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception, et qui à l'époque va avoir l'intelligence de s'adresser à l'ensemble des composantes du mouvement social. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les syndicats, les partis, les associations en disant, écoutez, face à la montée de l'extrême droite et qui, pour les femmes, va se traduire par ces commandos anti-IVG, je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas connu que c'était quand même des personnes qui s'enchaînaient devant les lieux qui pratiquaient les IVG, y compris qui avaient réussi dans certains hôpitaux ou cliniques à rentrer dans les salles où était pratiqué l'IVG. Donc c'était une violence énorme, évidemment. Et donc, il y a eu une riposte massive, quand même, qu'on a réussi à organiser, avec finalement, et quand on parle de lien avec le mouvement social, avec les associations féministes dans leur ensemble, mais avec aussi les partis et les syndicats. Et il va y avoir aussi en négociation, à l'époque c'était la gauche au gouvernement, alors avec toutes les cohabitations et tout, je vais aller vite, mais à la loi Neyert sur le délit d'entrave à l'IVG. Et ça a été un point important. Et c'est sûr qu'à l'époque, on allait, moi je fais partie de celles, mais comme je pense d'autres dans la salle, on allait devant les cliniques et les hôpitaux où SOS Tout Petit venait faire des prières et tout ça, faire des contre-manifestations et les empêcher. Mais c'est sûr que, voilà, dans ce contexte-là, il y a eu la création de la CADAC, qui était donc un cadre large. C'est pour ça que je parlais du mouvement autonome qui, normalement, c'est le mouvement des femmes qui s'organisent et qui, c'est un peu le rêve d'arriver à une auto-organisation sans avoir de subordination aux partis ou aux syndicats. Voilà. Et en même temps, on était dans une période en 90 où on sortait d'une atonie aussi du mouvement féministe. Il y avait effectivement l'arrivée en 81 de la gauche de gouvernement. Il y a eu quand même des acquis. Il y a eu un ministère des droits des femmes. Alors après, c'est devenu secrétariat droits des femmes. Mais le mouvement tel qu'on l'a connu, j'y reviendrai après sur les années après les années 70, était quand même marqué par une forme d'atonie. Voilà. Donc là, montée de l'extrême droite, ça s'accompagne aussi de discours sur la montée du chômage. Alors il y avait le discours évidemment, je dis évidemment, xénophobe du Front National, mais aussi un discours antiféministe qui consistait à dire retour des femmes au foyer. Et c'est pour ça que en 95, en juin 95, la CADAC invite encore plus largement associations féministes, organisations syndicales et politiques pour dire comment on peut nous manifester pour les droits des femmes. Et en juin, on va décider d'une manifestation pour le 25 novembre 95, la même année.
Et ça tombe pile poil au moment où il y a ce grand mouvement social sur la contre-réforme des retraites et de la protection sociale menée par Juppé. Bon, voilà, j'ai pas le temps, mais je pense qu'on s'en souvient. Mais c'était pour nous très symbolique. La grève avait été décidée le 24, je ne sais plus, c'était la grève interpro, la grève fonction publique. Et le 25, on était 40 000 personnes, en majorité des femmes, à défiler. Et ça fait longtemps, depuis les années 70, qu'une manifestation aussi nombreuse n'avait pas existé sur le plan des droits des femmes et était mise en avant des revendications tant sur le droit à l'avortement, à la contraception, que sur le droit au travail. Et suite à cette manifestation, il va y avoir une prolongation de ce cadre de mobilisation qui va être donc le Collectif national pour les droits des femmes et qui donc a la particularité de n'être pas une association, c'est la CADAC qui est une association, mais un collectif qui réunit largement les associations féministes, bien sûr, les associations généralistes, comme la Ligue des droits de l'homme par exemple, les organisations syndicales qui le souhaitent, en vrai ça a été la FSU, Solidaire, alors je reviendrai un petit peu là-dessus, et la CGT, parce que les années 90-95 sont aussi marquées par un renouveau du mouvement social aussi. Et il va y avoir du coup l'émergence d'un certain nombre d'associations qui défendent les droits, des droits spécifiques comme le DAL sur le logement, comme AC avec le MNCP sur le droit des chômeurs et des chômeuses. Enfin, bon, il y a tout un mouvement social et aussi une recomposition syndicale à l'œuvre. C'est vrai que je suis féministe, j'allais dire depuis toujours, mais j'ai aussi un parcours de syndicaliste et j'ai toujours essayé d'articuler les deux. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, de militante et au secteur droit des femmes de la FSU que j'étais aussi au CNDF. Voilà. Alors, le CNDF va organiser en novembre 1997 une manifestation pour le droit à l'emploi des femmes contre le temps partiel imposé. Parce que là où il y a eu des difficultés, c'est qu'il y a une loi qui était passée auparavant qui exonérait des charges patronales les embauches à temps partiel. Et vous savez très bien, ça a été rappelé hier par une intervenante, que le temps partiel est majoritairement pour les femmes. Et pour nous, c'était très important, au moment de la loi Aubry sur la RTT, sur la réduction du temps de travail, que la dimension exonération des charges patronales soit supprimée, parce que c'était un encouragement au recrutement à temps partiel imposé. Je parle bien du temps partiel imposé. Et on était en lien avec notamment les caissières des supermarchés qui avaient des conditions de travail avec, on prend le travail 3 heures le matin, 3 heures en fin d'après-midi, début de soirée, suivant l'amplitude des heures d'ouverture. Et c'est vrai que c'était une embauche dans le secteur du commerce, par exemple, mais aussi des fois de l'aide à la personne, à temps partiel. Bon, on a fini par gagner, mais ça a été important de pouvoir en lien, alors là, à l'époque, c'était avec la CGT Commerce et puis aussi Sud Commerce à l'époque, de pouvoir visibiliser ce que ça signifiait au moment où on était dans l'exigence d'une réduction du temps de travail, ces suppressions des exonérations patronales pour l'embauche à temps partiel qui faisaient que le temps partiel était imposé pour beaucoup de femmes et notamment dans les emplois les plus discriminés, les moins bien payés. En 2006, alors parce que j'ai sauté du coup, ça c'est moi, nous avons avant cette manifestation, créé les assises pour les droits des femmes, qui ont réuni 2000 personnes. Et ça a été un moment important, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Et on a préparé collectivement, dans le cadre, il y a 140 organisations et associations qui ont appelé à ces assises. On s'est retrouvés à plus de 2000 pour travailler sur un ensemble de questions, de revendications qui vont devenir le fil à plomb, alors qui vont évidemment s'actualiser en fonction des circonstances politiques, économiques, sociales. C'est sur, évidemment, le droit à l'IVG, la question des violences à l'encontre des femmes, les discriminations au travail, les inégalités professionnelles et sociales, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'extrême droite,
La solidarité internationale, je tiens à le dire, j'y reviendrai, qui est aussi une marque forte du collectif national pour les droits des femmes, et aussi la question du trafic des êtres humains et la question de la prostitution. Je le dis, le CNDF est un collectif qui est abolitionniste. On est contre le trafic des êtres humains et contre la marchandisation des corps. Donc, une fois qu'il y a eu ces assises, on va continuer au sein du CNDF. Donc, on a fait, au moment de la RTT, cette manifestation, mais on va aussi travailler sur les violences. Et Suzy, qui était là hier, a fait un énorme travail avec d'autres pour essayer de travailler sur une loi cadre, la loi cadre contre la violence, contre les violences faites aux femmes, qui s'inspire notamment de la loi espagnole, la loi contre les violences de genre. Ils sont à des kilomètres d'avance sur nous, en prévoyant une juridiction spécialisée et aussi l'ordonnance de protection. On va voir, tout ça va arriver des années après en France, avec des freins du côté justice, d'ailleurs, par exemple, pour se saisir de l'ordonnance de protection. Alors nous, on pensait et on pense toujours qu'une loi intégrale sur les violences, qui le prend de façon transversale, c'est-à-dire autant sur la question de l'éducation et de la prévention que sur la question de la protection des femmes, et aussi avec un volet répressif, mais vraiment, on essaye de tenir tous les bouts ensemble. Et on voit que, finalement, c'était en 2006 qu'on a commencé. Alors, il y a eu des lois partielles, il y a des petits bouts qui ont été pris. Et du côté aussi, par exemple, des femmes au travail, sur les violences faites aux femmes au travail, il y a eu aussi des avancées, des mobilisations. Mais cette loi cadre qui est reprise aujourd'hui, pour nous, c'est un cheval de bataille, j'allais dire, depuis ces années-là. Ça fait plus de 20 ans, même si je sais qu'il y avait... Et il y a toujours plein d'associations de terrain qui ne sont pas toujours reconnues, qui prennent en charge, qui accueillent, mais avec des moyens insuffisants, les femmes victimes de violences. Nous avons aussi travaillé sur la question des inégalités salariales et professionnelles, et je voulais faire une aparté, c'est pas vraiment une aparté parce que c'est lié, c'est-à-dire qu'avec la création du collectif national pour les droits des femmes, on est un certain nombre de syndicalistes à être soit à la FSU, soit à Solidaire, soit à la CGT, à se retrouver dans ce cadre de mobilisation féministe. Et je rappelle, on est aussi à un moment du renouveau syndical, avec la disparition de la FEN, on va dire, et la création de la FSU. Ce qui s'est passé à la CFDT, l'exclusion de certains secteurs de syndicaux de la CFDT qui sont devenus des Suds. On va voir la création de Solidaire et aussi et à la CGT, des questionnements aussi, des évolutions de la CGT, qui fait que, en se retrouvant dans le CNDF, on s'est dit ça serait bien comme on fait dans nos organisations syndicales, sur 2 points. Et là, c'est un peu justement le lien avec les acteurs et actrices du mouvement social. Et on a eu l'idée de faire, parce qu'on se rend sur ces 2 points, c'était à la fois la place des femmes dans les organisations syndicales, mais aussi comment prendre en compte les spécificités, entre guillemets, des femmes au travail, les inégalités salariales et professionnelles, par exemple, mais pas seulement. Et on va décider, alors la première année, on est à une trentaine à réfléchir là-dessus en 97, et on va en 98, et ça continue, et je suis contente que ça continue, on va créer les stages de formation intersyndicale féministes qui vont aborder bien sûr les questions liées au travail, mais toutes les questions qui concernent la vie des femmes. Et on va avoir une préoccupation, c'est de travailler avec les chercheuses, et des chercheurs aussi, qui... Il y a, donc ça va faire 25 ans, les études de genre n'étaient pas si répandues qu'aujourd'hui. Et on va travailler avec des réseaux, par exemple le MAGE, de chercheurs ou chercheuses qui travaillent, par exemple, sur le travail des femmes, la place des femmes dans le travail, mais aussi sur d'autres questions, sur la sexualité, sur la démographie, du point de vue patriarcal. Et on réunit tous les ans entre 400 et 500 majoritairement des femmes. On espère, c'est pas non mix qu'il y ait des hommes, qui vont venir de toutes les sections de France qui recouvrent les champs du coup de syndicalisation. C'est Solidaire
FSU et CGT. Et ça, c'est un élément important, c'est dire qu'on s'est retrouvés en tant que féministes syndicalistes, grâce au CNDF, ensemble, et on a pu réfléchir collectivement, et je trouve que c'est des fois un pas en avant par rapport à l'émiettement du mouvement syndical. Disons que les féministes ont, on a acquis ça, c'est pas gagné, mais c'est quand on parle des relations avec le mouvement social en général et le mouvement ouvrier, c'est quand même un élément important. Et de même, sur les questions, alors que ce soit avec les organisations syndicales, politiques, généralistes, dans ces années-là, on va aussi voir, alors que ça a existé sous d'autres formes et dans les périodes après 70, au moment de la création du MLF et des groupes femmes d'entreprise, on va faire des commissions syndicales droits des femmes, mais aussi les partis politiques vont être bousculés avec beaucoup de réticence. Je parle des partis politiques progressistes, et il suffit de lire des témoignages des unes et des autres, que ça soit au PC, au PS, à l'extrême gauche aussi, à la LCR, avec par exemple les cahiers du féminisme qui ont posé beaucoup non seulement de questions, mais qui ont fait des articles extrêmement intéressants sur les questions féminisme en lien avec la lutte de classe. Il y a donc, c'est pas facile, mais à cette période-là, on va dire que les organisations syndicales et politiques progressaient, parce que si on revient aux années antérieures, c'est fait de toute façon toujours, et Mathilde Larère en a parlé un peu hier, de confrontations rugueuses. Les féministes dans le mouvement ouvrier, que ça soit sur le côté syndical comme sur le côté politique. C'était pas les organisations syndicales étaient pas féministes, et comme les partis politiques, se sont aussi opposés pour certains au droit de vote, des femmes. Donc ça, c'est le lien avec le mouvement ouvrier, le mouvement social. Et je voulais dire aussi que on sait aussi, on a retrouvé aussi l'idée de la solidarité internationale, et ça c'est quelque chose aussi qui a marqué et qui est aussi une marque du collectif national pour les droits des femmes. Par exemple, cette année avec les femmes iraniennes, alors il y a encore plein d'initiatives, mais avec Irène qui était là de la Ligue du droit des femmes iraniennes, et aussi les femmes kurdes, le mouvement des femmes kurdes, on a organisé un rassemblement de soutien aux femmes iraniennes, aux femmes kurdes. Et l'année dernière, Choukria en parlait hier, on a dès début septembre organisé une manifestation en soutien aux femmes d'Afghanistan et au peuple afghan. Et cette solidarité, suivant les périodes, ça a été aussi des moments avec l'Amérique latine, ce qui se passait au Pérou, la Pologne quand on aborde la question du droit à l'avortement, l'Espagne où quand il y a quelques années ils ont voulu remettre en cause le droit à l'avortement, il y a eu une manifestation très nombreuse en France de soutien aux femmes d'Espagne. Il y a eu aussi notre participation à la création de la Marche mondiale des femmes contre les violences et la pauvreté, qui est aussi un élément important parce que, alors on en parle moins aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des mouvements qui des fois sont en pointe et puis après une régression, mais c'est une expérience extrêmement intéressante parce que c'était les femmes de 5 continents qui étaient mis en mouvement avec la Marche mondiale des femmes contre les violences à l'encontre des femmes et contre la pauvreté et la précarité. C'était les Canadiennes qui étaient à l'origine, mais qu'on réunit les femmes des 5 continents. Et on a eu des rencontres mondiales, mais aussi nationales, européennes, mais mondiales, c'est important, avec les vécus et les expériences très diverses des femmes des différents continents, parlant effectivement de vies différentes selon le lieu où on habite. Et on a réussi à faire tout un ensemble de revendications qu'on a été portées à l'ONU en 2000 sur les questions à la fois des violences et de la pauvreté. Je ne sais pas où j'en suis au niveau de mon temps. Encore 2-3 minutes. À 2-3 minutes, donc bon. Alors, donc très rapidement, du coup, il y en a, je vais sauter. Non, j'avais juste
quand je parlais des commissions femmes, on s'est aussi réapproprié après les années, avec la création du mouvement, enfin du MLF en 70, il y a eu vu que je parle là du courant féministe, lutte de classe, on a été aussi il y a eu la transmission beaucoup marquée par les luttes emblématiques, par exemple de l'IP, qui ont aussi bousculé, je vous rappelle la grève longue à Besançon des LIP, où les femmes ont pris complètement part à cette mobilisation et à cette grève, et cette grève, elle a bousculé aussi les rapports au sein des couples. C'est Monique Piton qui en parle bien, de comment une grève sur un lieu de travail a bousculé aussi, avec les occupations et tout, les rapports au sein du couple. Et ça, c'est aussi intéressant, comme on a eu, parce que le CNDF a organisé 2 colloques sur le féminisme, lutte de classe, et on a revisité un peu cette histoire. Par exemple, la lutte des femmes des chèques postaux. C'était des lieux où il y avait une concentration ouvrière employée extrêmement importante, et où comment les femmes de l'époque qui étaient en lutte racontent au départ les syndicalistes qui venaient de l'extérieur et qui prenaient la parole et tout, et comment collectivement elles ont pu se réapproprier tout ça. Et c'est aussi leur parole et leur mobilisation, et à décider collectivement des suites de la lutte, et c'était pas les hommes qui allaient décider de quand on reprenait ou pas. Et il y a aussi un élément important, et Fabienne Laurel en a parlé dans son bouquin elle travaillait à Flins, c'est aussi les 8 mars, qui était la journée de la femme, et où on allait donner des cadeaux dits féminins aux femmes. Il y a eu des luttes de femmes pour dire non, c'est pas ça qu'on veut, nous. C'est pas une célébration de la femme, on se bat pour les droits des femmes. Et donc, il y a eu des mobilisations comme ça dans les années 70, et on en est aussi héritière. Par contre, dans un contexte, sur le plan du travail, complètement différent de cette période où il y avait une concentration ouvrière ou d'employés, avec un émiettement du travail, et aussi une classification, j'allais dire, des salariés, avec une répartition sexuée et raciale, entre guillemets, des emplois. Et ça, c'est quelque chose d'important. Comme il faut que j'aille vite, je veux dire, le soutien qu'on avait pu apporter à l'époque, et on était ensemble dans la lutte des femmes du groupe Accord, avec Fatih, il y a une vingtaine d'années, mais aussi avec, plus récemment, la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Et je pense qu'on a aussi cette préoccupation dans le salariat. Il y a aussi les discriminations racistes aussi qui existent, et c'est important. Hier, on a évoqué, là on n'a pas le temps, la question intersectionnelle. Alors nous, on avait avec Daniel Kergoat, Suzy le disait hier, plus la notion de consubstantialité, c'est Daniel Kergoat, chercheur, qui l'avait mis en exergue dès les années 70, où on croisait la dimension de classe, de sexe et de race, parce que c'était effectivement important. Et pour aller vite, quand est abordé, alors c'est important que aucun de ces éléments prenne le pas sur l'autre, et c'est l'articulation qui est intéressante. Et par ailleurs, pour aller vite, du coup, sur la question de l'universalisme, moi, je me dis, il y a plusieurs, universalistes, surtout dans les débats un peu conflictuels aujourd'hui. Moi, je dirais le féminisme, et comme ça a été dit par une intervenante ce matin, est universaliste au sens où les fondamentaux sont communs entre les femmes du monde entier. C'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour le droit à l'avortement et à la contraception, pour l'autonomie des droits et l'autonomie financière, tout en n'ignorant pas, effectivement, les degrés différents et les oppressions, exploitations particulières liées soit au sexe, soit à la race. Et je pense que aujourd'hui, il y a une instrumentalisation par la droite et de l'extrême droite de l'universalisme, y compris on peut avoir une récupération du féminisme. Nous, au CNDF, on a organisé, et puis pas seulement qu'un colloque contre l'extrême droite en
2015, en remettant en avant nos revendications, mais on fait extrêmement attention et on est très inquiète de ce qui se passe. C'est vrai qu'on a parlé ce matin, et là aussi, de la religion musulmane, mais ce qui se passe en termes aujourd'hui de fondamentalisme religieux, c'est du côté des États-Unis, du Brésil, avec toutes les sectes, regardez ce qui s'est passé sur le droit à l'avortement, qui sont issus du protestantisme, et j'oublie toujours les évangéliques, je fais un blocage sur le nom, je ne sais pas pourquoi, qui remettent en cause le droit à l'avortement, mais pas seulement. Et c'est vrai que quand on parle de fondamentalisme religieux, il faut vraiment penser à tous ces fondamentalismes qui imposent leurs lois aux États-Unis, comme au Brésil. C'était chaud là, les dernières élections, mais effectivement, on s'en prend aux droits des minorités, c'est des propos homophobes, transphobes, racistes, sexistes, qui sont l'apanage de ces mouvements, qui malheureusement ont pris des positions de pouvoir et en prennent encore, y compris en Europe avec la Hongrie. Regardez l'Italie récemment avec des doubles discours. On n'est pas naïf quant des fois l'instrumentalisation par l'extrême droite des droits des femmes. Ce sont des ennemis. Il y a des fois les discours d'apparat, et je finirai là-dessus, mais dans le contexte mondial qui est très inquiétant aujourd'hui, dans une mondialisation, un libéralisme à tout crin, cette dimension de lutte pour les droits des femmes, pour le droit des minorités, est extrêmement important, parce qu'on sait que ce sont les femmes, que ce sont les homosexuels, que ce sont l'ensemble des minorités qui vont en prendre... et les femmes ne sont pas une minorité par ailleurs, qui vont voir leurs droits bafoués. Voilà, donc on continue la lutte, on espère le plus largement possible sur l'ensemble des droits des femmes. Et merci encore à la LDH d'avoir consacré tout un week-end à la question du féminisme.